qui va s'atteler autour du thème central, la gestion d'entreprise en situation de crise. Quel défi pour les dirigeants et les auditeurs. Et nous avons la chance aujourd'hui d'avoir avec nous deux éminents auditeurs. Monsieur le parrain, Monsieur Amadou Maïga, collimateur du débat, on va dire, et bien sûr Monsieur Diakité. Laisse faire. Merci. Merci de nous avoir donné l'occasion de partager notre modeste expérience sur la thématique. Merci à nos professeurs qui nous ont encadrés et félicitations à cette 10e promotion du Master Audit et Contrôle de gestion. Nous avons la chance l'un et l'autre d'intervenir sur ce Master et nous sommes fiers du travail qui a été effectué. Voilà, donc je pense que ça c'est en guise d'introduction. Amadoun? Ben, on commence déjà? Oui, on commence, oui. Voilà, donc je vais avoir la lourde responsabilité de présenter cette thématique. Je préfère me tenir debout. Gestion d'entreprise en période de crise, quel défi pour les dirigeants et les auditeurs? Voilà. Oui. Je dois trouver une bonne place. Ça doit être ici. Voilà. Nous allons parcourir la notion de crise. Qu'est-ce que c'est qu'une crise? Comment une crise se manifeste? C'est important de le savoir parce que si on ne connaît pas ce que c'est que la crise, on n'a aucune chance de pouvoir y remédier ou y faire face. Nous allons voir le rôle des dirigeants et le rôle des auditeurs et on finira par une conclusion. En guise d'introduction, vas-y. Il y a une installation progressive de la gestion de crise dans l'entreprise. De plus en plus, on est conscient que les entreprises vont faire face à des crises. Donc, la notion de crise s'installe comme pratique professionnelle dans les entreprises. Et on voudrait que les dirigeants soient formés à gérer les crises parce qu'il y en aura. Il y en aura. Une écoute et des intérêts réels accordés à la gestion des crises dans l'entreprise. Et de plus en plus, il y a comment on appelle, un intérêt réel pour la gestion de crise dans l'entreprise. Tout le monde s'y intéresse. Ce n'est plus une ou deux personnes qui parlent de crise dans un langage ésotérique que les autres ne comprennent pas. Et troisième élément de contexte, il y a des pratiques d'outils, des outils et des méthodes de gestion des crises. Il y a des outils qui doivent être utilisés quand on est en crise. Et ces outils-là sont des outils éprouvés de par le monde. La notion de crise, les définitions. Il y a une première catégorie de définition que vous trouverez dans tous les manuels de gestion de crise. L'une de ces définitions dit que la crise, c'est une situation où la sécurité des clients ou du personnel n'est plus assurée et qui remet en cause la pérennité de l'entreprise. Donc dans cette première définition, on focalise sur le souci du client et la pérennité de l'entreprise. Et toute entreprise cherche à être pérenne. Deuxième définition de cette première catégorie, tout événement ponctuel, normalement imprévu, ayant un impact effectif grave sur le développement ou la survie de l'entreprise, de ses marques, de ses collaborateurs et nécessitant une gestion spécifique. Et le même mot-clé revient, la survie de l'entreprise. Ça veut dire que la crise peut anéantir une entreprise. Si une entreprise est en crise, si on ne fait pas, on n'y prend pas garde, elle va mourir de cette crise-là. Okay? C'est elle un cancer, en fait. Dernière définition de cette première catégorie, situation inattendue et déstabilisante. C'est-à-dire que la crise déstabilise, dont les conséquences directes peuvent être dramatiques au plan humain, financier et communicationnel. Cette définition a l'avantage de mettre l'accent sur les différentes facettes de la conséquence ou des conséquences d'une crise. Ça peut être sur le plan humain, une crise peut aboutir à des licenciements, à
à des plans de, comment on appelle ça, les plans de... À des plans de redressement. De redressement. Je cherche le mot, le fait d'encourager les gens à partir. Des départs volontaires. Des départs volontaires, voilà. Donc, ça peut être une première conséquence. Ça peut être au plan financier, l'entreprise n'a plus les ressources nécessaires pour faire face à ses charges. Ça peut être au plan communicationnel et je pense que c'est là où il y a le plus grand danger parce que l'image de l'entreprise est ternie. Et enfin, il y a cette définition globale, j'allais dire. Vous avez deviné, j'opte pour cette définition-là. Elle est une définition globale. Elle dit que la crise, c'est d'abord un processus. Vous êtes des auditeurs, vous connaissez les processus. Il y a les inputs, il y a les outputs. C'est-à-dire qu'il y a des éléments constitutifs de la crise et puis il y a les conséquences de la crise. Si ces éléments sont là, inéluctablement, on va avoir une crise. Donc c'est un processus qui active et remet en résonance une série de dysfonctionnements préexistants et ignorés. La crise ne vient pas du néant. Il y a des choses qui existent dans l'environnement qu'on a ignorées. Et ça prend de l'ampleur et après ça explose. Okay? Ça initie un mouvement dans lequel plusieurs parties prenantes et enjeux familiers et étrangers s'entrechoquent. Les parties prenantes s'entrechoquent. Chacun pense que la faute c'est l'autre. Et vous avez les parties prenantes qui ne voient pas l'entreprise du même point de vue, n'ont pas la même vision sur l'entreprise. Ça met en faillite temporairement ou définitivement la capacité de l'organisation à appréhender, traiter et contrôler les événements émergents. L'entreprise devient, comment on appelle, incontrôlée ou incontrôlable. C'est-à-dire que l'entreprise n'a plus cette capacité de faire face aux événements. L'entreprise va subir les événements. Okay? Dont les conséquences peuvent affecter la stratégie et la survie de l'entreprise, le comportement et l'existence des membres de l'organisation et des parties prenantes impliquées. Donc, les conséquences de la crise, ce n'est pas seulement sur l'entreprise, ça va aller sur les parties prenantes. Imaginez une entreprise qui a... L'entreprise A qui a comme seul client l'entreprise B, ben si B fait faillite, l'entreprise A n'a plus de clients. Okay? Le choc peut être plus dramatique pour une partie prenante que pour l'entreprise elle-même en tant que telle. C'est la définition de Christophe Rue Dufort. Alors, allons-y. Les caractéristiques de la crise. Au début de la crise, la décision la plus difficile à prendre est certainement celle d'admettre que l'on est en crise. Généralement, quand il y a crise, on nie la crise. On ne veut pas accepter que c'est une crise. Il faut du temps pour ensuite reconnaître, dire Djongwala, on est en crise. Ça, c'est une première caractéristique. Elle nécessite de reconnaître la gravité de la situation et d'en évaluer les prémices suffisamment tôt pour que les organisations et les ressources soient rapidement mobilisées. Plus tôt on saura qu'on est en crise, mieux on a des chances de faire face à cette crise. Et enfin, une crise résulte ainsi d'une faillite intellectuelle ou d'une ignorance sur les fragilités que l'on a sous-estimées. Soit c'est une faillite intellectuelle, on n'a pas pensé, on a failli dans la pensée, dans la réflexion, ça donne à la crise, ou bien il y a des choses préexistantes dans l'environnement qu'on a superbement ignorées, en disant « tiens, t'es faux, ça ». Voilà. Et après, ça prend de l'ampleur. Allons-y sur les ingrédients de la crise. Comme on a dit que c'est un processus, ça passe par 3 éléments. Il faut forcément 3 inputs pour qu'on soit en crise. Le premier, c'est la convergence. Ok? Ça, c'est au début de la crise. La convergence, c'est que... Il y a quelqu'un qui masque le... La convergence, l'entreprise est sous les feux des projecteurs. Tout le monde parle de cette entreprise-là. Ok? Ça devient... L'entreprise est à la une des journaux, de toutes les parutions, des conversations dans les grains, etc. Il y a une grande quantité d'informations et d'acteurs qui gravitent autour de l'entreprise. Et, comme j'ai l'habitude de le dire,
tout le monde devient expert de l'entreprise en crise. Même ceux qui ne connaissent rien, ni à la gestion d'entreprise, ni au management des crises, deviennent des experts et ajoutent de la confusion à la complexité. Donc, c'est une crise dans la crise. Troisième élément, il y a une pression excessive, inhabituelle et permanente sur l'entreprise, ce qui réduit sa marge de manœuvre stratégique, opérationnelle et temporelle des décideurs. Okay? Les décideurs ne sont plus des décideurs. Il y a telle une main invisible qui gère l'entreprise. Ça, c'est la première étape de la crise. Mais ce n'est pas l'étape la plus dramatique. La deuxième étape, c'est le dérèglement, c'est-à-dire que rien ne marche. On dirait que le sort s'acharne contre cette entreprise. Mise en échec des modes de régulation et de gestion conventionnels. Tout ce qui marchait ne marche plus. Okay? Et le problème devient global. Ressources humaines, finances, juridiques, tout devient problématique. Ce que l'on pensait vrai se révèle faux, et ce que l'on croyait blanc devient subitement noir, et le sens des situations s'effondre brutalement. Donc tout va basculer. On est dans la deuxième étape. La troisième étape, et la dernière, c'est la remise en cause. Donc on parlera de légitimité. On remet en cause. Ça pose la question de la légitimité de l'entreprise. Est-ce que cette entreprise même doit exister? Est-ce qu'elle doit continuer? Est-ce que les dirigeants ne doivent pas être remplacés? Est-ce que... Donc on se pose des questions, on remet tout en cause. Est-ce qu'elle ne doit pas revoir son activité, ses dirigeants, les membres du conseil d'administration, ses produits? Une entreprise en crise est une entreprise douteuse, okay? Frappée d'emblée du sceau de la suspicion. Tout devient suspicieux, même des faits banals de gestion. Ça, c'est les trois ingrédients qui forment le fameux cocktail Molotov de la crise. On va faire un zoom sur un élément, la convergence. Quand on est à la première étape, je disais qu'il y a une concentration d'attention sur le court terme. On ne passe qu'au court terme. On passe qu'au court terme. On gère l'entreprise au jour le jour. Okay? Difficulté à percevoir les problèmes dans leur globalité. On n'a pas une vision globale. On veut gérer les problèmes de manière isolée. Et ça ne donne pas l'efficacité souhaitée. Il y a une rigidité dans le jugement. On n'arrive pas à être clairvoyant. Gêne pour estimer les échéances temporelles et les conséquences à long terme de leurs actes. Le rejet de la responsabilité. On rejette la responsabilité sur les autres. Okay? Le recours abusif à des experts. On va appeler beaucoup d'experts et souvent des faux experts qui vont souvent ajouter de la complexité à la confusion. La temporalisation, on essaie de gagner du temps comme on le dit, mais en fait on perd du temps. Le déni de la réalité, on refuse d'admettre que rien ne marche. Okay? On refuse de croire que ça ne marche pas. Et le pire dans tout ça, on prend une décision, c'est celle de ne jamais décider. Donc, on ne prend pas de décision. Maintenant, le rôle des dirigeants. Par dirigeant, il faut entendre non seulement les administrateurs, mais aussi la direction générale. Ce n'est pas seulement la direction générale. Et je pense même que les premiers dirigeants de l'entreprise, je parle sous le contrôle du commissaire aux comptes, c'est les administrateurs. Ce sont eux les patrons ou les représentants des patrons, on va dire comme ça. Donc, par dirigeant, pensez d'abord aux membres du conseil d'administration et ensuite à la direction générale. Avant la crise, qu'est-ce qu'il faut faire? Une formation des dirigeants en management de crise. Bon, peut-être ce sera une proposition à l'endroit de ce master-là, si ce n'est pas le cas, de penser à un module management des crises. Parce que les dirigeants d'aujourd'hui, s'ils ne sont pas formés à gérer la crise, demain, ils seront désarmés face à la crise. Il faut forcément que les dirigeants soient formés à la gestion de la crise. Définition des seuils d'alerte. Il faut des seuils d'alerte, des indicateurs qui vous montrent que, attention, on est peut-être en train d'aller vers une crise. Ça peut être, par exemple, l'atteinte à l'image de l'entreprise. L'entreprise n'est plus crédible. Okay? Ça peut être
l'augmentation des plaintes, tout le monde se plaint de l'entreprise, voilà, le nombre de plaintes augmente. Ça peut être le nombre de jours d'arrêt d'un site ou d'une ligne de fabrication, des problèmes de continuité. Troisièmement, il faut mettre en place une cellule de crise. Avant la crise, il faut une cellule de crise. C'est-à-dire qu'il faut penser à une cellule qui serait là pour gérer une crise, parce que les crises vont venir. Okay? Il ne faut pas attendre la crise pour mettre la cellule de crise. Sinon, la cellule de crise risque d'être en crise elle-même. Okay? Donc, avant la crise, il faut penser à une cellule de crise, les procédures qui doivent participer à cette crise, etc. Généralement, dans la démarche qualité, il y a forcément une cellule de crise qui est prévue pour l'entreprise. La mise en place d'outils, d'un dispositif d'alerte, l'organisation opérationnelle et stratégique de la cellule, comment la cellule devrait fonctionner, et la formation et la préparation des équipes. Il faut que les équipes soient formées à faire face à la crise. Il faut même faire des simulations de crise pour voir comment les uns et les autres réagissent. Pendant la crise... Je peux intervenir sur... bien sûr. Slides président. Pour te permettre de respirer également. De prendre une gorgée d'eau. Ok. Donc, il faut comprendre que une situation de crise est une situation où des risques qui auraient dû être gérés se retrouvent dans une situation où leur fréquence devient importante et leur impact sur l'entreprise devient important. Donc, la situation de crise, avant la crise, toute entreprise ou les entreprises d'une certaine seuil, d'une certaine taille, il fait extrêmement chaud dans cette zone-là. Hein. Il y a le clim qui tape ici, mais il y a également la chaleur de l'autre côté. L'entreprise doit avoir un dispositif de gestion des risques. Le dispositif de gestion des risques doit permettre d'identifier les risques qui sont au sein de l'entreprise. Une entreprise de type l'entreprise de Moussa Edem. Donc, mais bon, c'est l'exemple quand même qui revient à la tête de tout le monde ici, même si tu n'as pas voulu en parler. Une entreprise... On reste dans la généralité. Une entreprise comme... Prenons une banque alors. Prenons une banque. Une banque doit avoir un dispositif de gestion des risques. Ce dispositif doit comporter des procédures d'identification des risques. La banque doit identifier l'ensemble de ces risques, l'ensemble des risques liés à l'activité d'une banque, notamment le fait qu'un client ne rembourse pas un crédit, notamment le fait que la banque puisse manquer de liquidité pour payer les dépôts, notamment le fait que la banque ne puisse pas recouvrer de la dette qu'elle a sur d'autres banques, notamment les risques que les salariés de la banque puissent frauder, que les clients puissent frauder, que quelqu'un puisse prendre un crédit sous une fausse identité. Donc la banque doit identifier toutes ces crises et tous ces risques. Une fois que les risques sont identifiés, les risques doivent être mesurés sous la forme, sous deux axes. L'axe fréquence, est-ce que ce risque, c'est un risque qui peut se produire tous les 2 jours? Est-ce que c'est un risque qui va se produire toutes les semaines? Est-ce que c'est un risque qui va se produire toutes les 10 minutes? Est-ce que c'est un risque qui va se produire chaque 5 ans? Donc ça, c'est l'axe de la fréquence du risque. Le second axe d'analyse, c'est l'impact. Une fois que la crise se réalise, qu'est-ce que ça va nous coûter? Est-ce que ça va nous coûter de l'argent? Est-ce que ça va nous coûter de la réputation? Est-ce que ça va nous coûter en termes de perte en vie humaine, en perte des équipements, en fermeture de l'activité, notre capacité à ne pas produire? Ça, c'est ce qu'on appelle l'impact. Une fois que ce travail de mesure est fait, on classe les risques et ça, ce travail se fait dans ce qu'on appelle la cartographie des risques. Une fois qu'on schématise ces risques identifiés et mesurés sur un graphique qui permet de les classer par impact et par fréquence, vous allez trouver des risques qui sont des risques faibles. Par exemple, dans une banque, la banque s'est prémunie contre des risques que
les clients volent les stylos. Donc ils attachent le stylo du guichet, ils attachent un fil. Alors que l'impact, c'est juste un petit 50 francs. Donc ils ont quand même pris un dispositif pour que les clients, chaque client qui vient signer des choses, ne parte pas avec le stylo de la banque. Ça, c'est un type de risques qui sont peut-être fréquents, mais leur impact est très faible. Vous allez avoir des risques avec une fréquence importante. Le risque que les salariés de la banque puissent voler. On a 200 salariés, c'est des humains, ils ont des besoins, ils peuvent tricher. Donc c'est un risque très fréquent. Et quand ça arrive, l'impact peut être élevé. Et on met en place un dispositif de contrôle permanent qui fait que ces risques se réduisent. On met en place de la politique de formation pour que les salariés deviennent sensibles à ces questions, deviennent plus intègres ou optent plus pour l'intégrité. Ce qui fait que ces risques, sa fréquence va se baisser. Ainsi de suite, ainsi de suite. Et la prochaine catégorie, c'est des risques importants, mais dont la fréquence est très limitée. Par exemple, les risques d'inondation, les risques d'incendie. Ce sont ces risques, ces catégories de risques vont être confiées à des compagnies d'assurance qui vont les assurer. Parce qu'une compagnie d'assurance ne va assurer que des risques qui sont moins fréquents avec un impact important. La situation de crise va plutôt se présenter lorsque tous les jours il y a des risques un risque se réalise, la fréquence est très élevée. Le risque de liquidité, par exemple, quand ça se réalise dans une banque. Tous les jours, vous avez 20 000 clients ou 30 000 clients qui viennent vouloir faire des retraits des dépôts qu'ils ont. Le phénomène est très récurrent dans la journée, avec un impact énorme, le fait que les clients ne puissent pas retirer. Ça commence à parler partout, les réseaux sociaux vont amplifier la chose. On se retrouve dans une situation de crise. Donc la situation de crise, c'est une situation où les risques qu'on a identifiés vont se retrouver dans une posture où ils deviennent fréquents avec un impact important. Par exemple, une entreprise en crise, peut-être comme celle que mon ami Diakité ne veut pas que je cite, a peut-être des problèmes de rentabilité. Les business models, ils l'ont dit, c'est leur ministre l'a dit, ils l'ont dit. Quand Edem dépense 180 francs pour produire de l'électricité, elle ne récupère que 100 francs. Déjà, le business model vous fait perdre tous les jours de l'argent. Donc c'est un risque qui, sans être traité, se retrouve aujourd'hui dans une situation où elle se trouve dans une situation où elle n'arrive pas à produire. Donc c'est un risque qui était là en un moment, qui est identifié, mais qui n'a pas été traité. Une banque qui peut manquer de liquidité, c'est bien que je pourrais manquer de liquidité, mais qui ne prend aucune disposition jusqu'à ce que la situation devienne une situation de risque quotidien avec un impact énorme sur la réputation. Et quand vous êtes en difficulté, personne ne vous prêtera son parapluie. Sous la pluie, personne ne vous prêtera de parapluie. Et ça a tendance à aggraver la crise. Donc, avant de tomber dans une crise, vous devez gérer les risques qui peuvent mener à une crise. C'est cette petite contribution que je voulais faire à la présentation de Moussa, avant de continuer sur la partie dans la crise. Donc, un bon dispositif de gestion des risques doit également comporter un dispositif de gestion des risques, notamment un plan de continuité des activités, comme Moussa l'a dit. Par exemple, une banque qui se retrouve en crise, qu'est-ce que son plan de continuité des activités a prévu pour limiter la crise? Une banque qui n'est pas encore en crise doit tester sa capacité à résister à une crise. Par exemple, nous, les gens qui gênent lundi et jeudi, je suis sûr que s'il y a une famine dans les pays, ils vont peut-être être les gens qui vont survivre. Parce qu'ils ont déjà l'habitude de tester leur organisme sur le fait de ne pas manger et de boire plusieurs jours dans la semaine. Merci beaucoup, Amadoun, pour cette contribution de qualité. Voilà, donc on continue avec la présentation. On était où? Engagement de non, revenez sur la slide précédente.
Oui, la formation et la préparation des équipes. Ok, c'est bon. Pendant la crise, on attend des dirigeants qui soient engagés à 1000%, on va dire. Engagement des directions générales auprès des équipes opérationnelles et envers l'ensemble des acteurs impliqués. Si on ne voit pas cet engagement, on va interpréter soit c'est un manque d'intérêt pour la situation de crise, ou bien c'est du mépris pour les clients et les autres parties prenantes. Deuxième élément par rapport à la crise, quand on y est, quand on est en plein dedans, c'est ne pas se fier au diagnostic initial. La crise peut changer de trajectoire. Quelque chose qui peut être juste une crise de trésorerie va se transformer à une autre crise globale sur la stratégie, sur les ressources humaines, voilà. Donc ça peut s'amplifier. Donc ne pas se fier au diagnostic initial. Un dirigeant surpris est un dirigeant désarmé. Si vous êtes pris par surprise par une crise, vous ne pouvez rien faire. Donc vous êtes désarmé. Ce qu'il faut, c'est de ne ni dramatiser, ni minimiser, ni sous-estimer. Il faut évaluer la crise avec sa valeur intrinsèque, comme on dit. Troisième élément, mettre sur pied une organisation à la hauteur de la crise. Si vous avez une équipe qui n'est pas à la hauteur de la crise, elle ne peut pas gagner. Voilà. Prenez des joueurs qui n'ont pas d'expérience, qui n'ont jamais joué, ou bien qui ont fait 6 mois sans jouer, et vous les alignez, et vous voulez qu'ils prennent la coupe. Ça peut venir, mais c'est de l'ordre du miracle. Donc il faut prendre une équipe à la hauteur de la crise. Donc l'aspect management est très important. Le profil des gestionnaires de crise est ici interpellé. Activer la cellule de crise. Je dis bien activer. On ne va pas créer une cellule de crise pendant la crise. Donc il faut penser à la cellule de crise avant. Parce qu'avant, on a le temps de réfléchir sur le mode de fonctionnement, la procédure, qui doit faire partie, qui ne doit pas faire partie, etc. Mais quand on est en plein dans la crise, le fait de créer une cellule de crise, ce n'est pas très efficace parce qu'on va réfléchir comment la cellule devrait travailler alors qu'on est déjà pris à la gorge par la crise. Il faut beaucoup de flexibilité intellectuelle, ok? Et ça a un lien avec le gestionnaire de la crise. Si quelqu'un est rigoureux, ce n'est pas mal. Mais si la personne est rigide, c'est catastrophique dans une gestion de crise. Ok? Faites la différence. La rigidité s'oppose à la flexibilité. Il faut être flexible intellectuellement. Voir toutes les options, voir toutes les solutions. Ok? Comme Amadou veut que je parle de la crise énergétique forcément, voir toutes les solutions, y compris de l'importation de l'électricité à travers les pays voisins. Donc, il faut être flexible intellectuellement. Maintenant, la décision politique reste aux mains des décideurs. Voilà. Mais le technicien, l'expert, doit voir grand dans la gestion de la crise et ne pas se cantonner dans un entonnoir de solutions. Il faut une communication de crise. Quand on est en crise, on a beaucoup plus besoin de communiquer. Il faut faire plus de réunions et faire appel à des agents spécialisés si on n'a pas la compétence pour communiquer sur la crise. Après la crise, qu'est-ce qu'il faut faire de la part des dirigeants? C'est de faire le bilan. Souvent, on oublie de faire le bilan. La crise est passée, mais on n'a pas fait le bilan. On n'a pas suffisamment eu de recul pour voir qu'est-ce qui nous a mis en crise. Donc, il faut faire le bilan. Trouver les vraies causes de la crise. Très souvent, les vraies causes de la crise, c'est après crise qu'on peut mieux les analyser. Parce que quand on est dans l'action, c'est un peu difficile. Faire le point des leçons à retenir. Une crise, ça nous enseigne. Le pire, c'est de passer la crise et de n'avoir rien retenu. On a traversé la crise Covid, mais est-ce que beaucoup de gens ont retenu que le plus important, c'est la vie humaine? Ce n'est pas les activités économiques, ce n'est pas le fait de voyager partout, mais c'est la préservation de la vie humaine. Et que quand il y a crise, l'humanité retrouve son humanisme, sans jeu de mots. Améliorer les processus de gestion de crise de l'entreprise. Donc la crise nous permet d'améliorer les choses.
de ne pas faire les mêmes erreurs. Une meilleure coordination des moyens, par exemple, des formations complémentaires pour les équipes d'intervention, un réglage des procédures d'alerte et de mobilisation, et aussi identifier les opportunités de changement pour mieux gérer ou éviter les crises. Okay? Dans toute crise, il y a des opportunités. Je prends l'exemple de la crise Covid, mais il y avait beaucoup d'opportunités pour tout ce qui est vente de masques, de gel, etc. Et beaucoup d'entreprises ont pu avoir suffisamment d'argent en exploitant cette opportunité. Donc dans une crise, il y a forcément de l'opportunité. Une crise énergétique, ça donne le vent en poupe à tous ceux qui vendent des panneaux solaires, des batteries lithium, etc. Donc c'est une opportunité qu'offre la crise qu'il faut saisir. Oui. Maintenant, on va voir les responsabilités des dirigeants, des auditeurs. La slide suivante, ouais. Au rôle des auditeurs, il y a le commissaire aux comptes et l'expert comptable. Je pense que Amadou est mieux placé pour en parler. Mais sans l'influencer, j'ai mis quelque chose. OK? Le rôle du commissaire aux comptes dans l'entreprise en difficulté, les procédures d'alerte ou de révélation de faits délictueux, ça peut être dans une crise, et le fait de mettre l'entreprise sous administration provisoire. Encore une fois, ce n'est pas pour l'influencer. Merci beaucoup. Nous avons dans notre environnement l'expert comptable a la même casquette, c'est la même personne qui a la casquette de commissaire aux comptes. Donc, dans certaines entreprises, on se retrouve à être expert comptable, où on conseille l'entreprise, on accompagne l'entreprise. Dans d'autres entreprises, on se retrouve à être commissaire aux comptes, où on est là pour jouer les gendarmes pour l'intérêt public. On est commissaire aux comptes, comme les commissaires de police, comme les autres commissaires. Donc, on est là pour contrôler. Donc, en tant que commissaire aux comptes d'une entité, le professionnel se doit d'être vigilant sur tout ce qui est menace sur la continuité de l'exploitation. Quand il y a des menaces qui portent sur la continuité de l'exploitation, le commissaire aux comptes doit déclencher ce qu'on appelle la procédure d'alerte. La procédure d'alerte est composée de plusieurs étapes. La première étape, c'est de saisir les dirigeants. Donc je confirme que les dirigeants d'une entreprise, une SA, ce ne sont pas, c'est pas la direction générale. C'est le conseil d'administration, les administrateurs et le directeur général. Donc le directeur général est mandataire social. Mais il n'y a pas, l'OADA ne reconnaît pas, ne dit pas la direction générale. L'OADA dit le directeur général. Les administrateurs et le directeur général. Le directeur général est un mandataire social. Donc le commissaire aux comptes adresse une lettre aux administrateurs, si c'est une SA, ou au président si c'est une SAS, ou au gérant si c'est une SARL, pour lui dire voilà les faits qui ont attiré mon attention et je pense que ces faits sont de nature à compromettre la continuité de l'exploitation. Est-ce que vous pouvez me dire les mesures que vous avez prises pour que ces risques puissent disparaître? Par exemple, une entreprise qui accumule des pertes comme celle qu'on ne doit pas citer, une entreprise qui a des difficultés croissantes de trésorerie, le commissaire aux comptes est au courant, il saisit les dirigeants, pas la direction générale, les dirigeants, donc les membres du conseil d'administration ou le président ou le gérant pour attirer leur attention sur les faits. La direction a quelques jours pour répondre. Si les explications données par la direction convainc le commissaire aux comptes, dans le cadre de son jugement professionnel, peut mettre fin à la procédure d'alerte. S'il n'est pas convaincu par les explications données ou les solutions proposées par les dirigeants, il convoque les dirigeants pour que formellement qu'ils puissent se prononcer sur la situation et prendre des actions. Et il met en copie le tribunal de commerce parce que nous jouons un rôle de maintien des entreprises, de maintien de l'activité économique, un rôle pour l'intérêt général. Comme il l'a dit, une entreprise en crise,
Ce sont toutes les parties prenantes qui sont autour, les fournisseurs, les salariés, les clients, qui sont victimes de la crise que ces parties prenantes n'ont pas créée. Par exemple, aujourd'hui, on n'a pas d'électricité, on n'a pas créé ce problème. Mais ça nous touche en tant que clients. Les fournisseurs qui ne sont pas payés, ils n'ont pas créé cette crise. Mais ils payent également les prix. Donc, l'importance des parties prenantes nous amène à impliquer également l'administration judiciaire, notamment le tribunal de commerce, pour qu'il soit informé des démarches qui sont en cours. Et si on n'est pas convaincu par les décisions du conseil d'administration, on convoque l'assemblée générale des actionnaires pour qu'ils prennent une décision par rapport à cette crise. Donc ça, c'est la procédure dite d'alerte. Le commissaire aux comptes est également, a également la casquette de révéler au procureur de la République les faits susceptibles de constituer des délits. Parce que vous savez, la plupart des risques ou des choses qui peuvent être la source ou la cause principale d'une situation de crise, souvent peuvent être des délits. Délits de présentation de faux bilans, délits de détournement des biens sociaux, donc l'abus des biens sociaux. Si on voit ces choses-là, on doit révéler ça au procureur de la République. Donc le fait de jouer ce rôle de commissaire au sein de la société, au sein de l'entité soumise au contrôle du commissaire aux comptes, ça contribue à la gestion des risques et à prévenir les risques. La situation où on est expert comptable, où on est conseil de l'entreprise, c'est d'accompagner l'entreprise à mettre en place tous les dispositifs que je venais d'expliquer sur la gestion des risques, accompagner l'entreprise à mettre en place ces dispositifs, activer ces dispositifs et s'assurer que ces dispositifs marchent. Notamment la mise en place de plans prévisionnels de prévention ou de gestion des risques. Par exemple, sur notamment les risques de liquidité. Parce qu'aujourd'hui, la plupart des risques, en tout cas qui mettent facilement des entreprises en faillite, c'est la liquidité. La liquidité, pour une entreprise, c'est comme le sang pour le corps humain. Quand vous avez un problème, une insuffisance de la quantité de sang dans votre corps, vous avez de fortes chances de crever. C'est la même chose pour les entreprises. Donc l'expert comptable doit assister son client à ne pas avoir des problèmes de liquidité. Cela veut dire, c'est de l'aider à gérer son BFR, gestion des comptes clients, gestion des délais fournisseurs, l'aider peut-être à recouvrer, l'aider à négocier avec sa banque pour avoir des lignes, l'aider dans les choix des investissements, l'aider dans les choix du financement des investissements, etc. Ça, en tant qu'expert comptable ou en tant que collaborateur des cabinets d'experts comptables, vous devez être capable d'accompagner des entreprises sur ce type de problématiques pour les éviter de tomber dans une situation de crise. Lorsque la crise est là, oui, vous, en tant qu'expert comptable, vous pouvez également accompagner votre client à négocier avec toutes ces parties prenantes les délais de paiement des fournisseurs. Si ce sont ces délais qui vous acculent, vous pouvez en tant que professionnel aider votre client à négocier ces délais fournisseurs avec ses fournisseurs. Vous pouvez accompagner la société auprès des banques pour gérer la relation avec la banque, pour parler à la banque. Voilà un peu le rôle que peut jouer le commissaire aux comptes ou l'expert comptable dans le cadre de la prévention ou de la gestion des risques. Merci Amadoun. On continue avec le rôle des auditeurs internes. Avant la crise, il faut d'abord des préalables pour que l'audit interne puisse être un acteur dans la gestion de la crise. Il faut cet audit interne soit indépendant et objectif. Okay? Je vous renvoie aux normes d'audit interne 1100. Je signale au passage que depuis quelques jours, il y a les nouvelles normes d'audit interne. Je pense avoir partagé sur certains groupes d'étudiants. Soutien des organes de gouvernance. Il faut que le comité d'audit existe et apporte son conseil, son appui à l'audit interne.
il faut que le conseil d'administration soit un conseil d'administration digne de ce nom, qui représente vraiment les intérêts des actionnaires et dont le profil correspond aux exigences de la gestion d'entreprise. Et il faut qu'il y ait un soutien de la direction générale. Il faut obligatoirement une cartographie des risques, Amadou en a parlé. Sans cartographie des risques, c'est difficile d'évoluer, de gérer une crise. Parce que la crise, c'est un risque qui est soit ignoré ou bien qui était connu, mais pour lequel on n'a pas pris de mesures. Donc, il faut une cartographie des risques. Il faut disposer de ressources adéquates et suffisantes, norme 2030. Et il faut surtout tester le plan de continuité d'activité. Il faut tester ce plan-là. Donc, c'est avant la crise qu'il faut faire ça. Par exemple, pour un incendie, comment les gens se comporteraient, il faut simuler un incendie. Mais on peut aller plus loin, prendre un cas de continuité d'activité, c'est-à-dire que tous les serveurs d'une entreprise, d'une banque par exemple, s'arrêtent. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on réagit? C'est ça le plan de continuité d'activité. Pendant la crise, l'auditeur interne doit participer au comité de crise, à la cellule de gestion de la crise. Mais à deux conditions. Il ne doit pas être responsable de cette cellule-là, pas de responsabilité opérationnelle, sinon ça conviendrait, ça ne rime pas avec son indépendance et son objectivité. Il ne doit pas être non plus le rapporteur ou bien en tout cas, il ne doit pas avoir de responsabilité opérationnelle dans cette cellule de crise. Il doit juste être là pour donner son avis et des conseils. Il n'est pas décideur. Parce que s'il devient un décideur, il va être jugé parti. Il faut élaborer et mettre en œuvre un plan d'action face à la crise. Quand on est en crise, on a identifié les pans de la crise, l'audit interne doit riposter par rapport à ces éléments-là. Donc, arrêter l'hémorragie si la crise est due à des problèmes de trésorerie qui seraient eux-mêmes occasionnés par des faiblesses de contrôle interne. Donc l'auditeur doit faire des missions dans ce sens-là pour pouvoir améliorer les choses. Voilà, donc en fonction du diagnostic, il doit avoir un plan d'action actualisé pour faire face à la crise. Et après la crise, il faut actualiser l'univers d'audit sur la base du bilan de la crise. L'univers d'audit, c'est toutes les missions que l'audit interne est susceptible de mener. Donc il n'y a pas de restriction. La crise doit nous enseigner que ces éléments-là qui n'ont pas été pris en compte devraient l'être. Donc il faut prendre en compte cela. Je vous donne un exemple de cartographie de risque pour une société d'énergie qui n'avait pas pensé avant les années 2012 à un risque de sabotage de ses équipements. Ce n'était pas répertorié dans la cartographie des risques comme un risque auquel il fallait faire attention. Mais après la crise de 2012, quand les 2/3 du pays étaient occupés par les terroristes, on a vu que les centrales ont fait l'objet de sabotage et même de prise en main de ces centrales-là par ces terroristes-là. Donc, ça, comme leçon à tirer, il faut de plus en plus intégrer le fait que les équipements vont être sabotés. C'est aussi valable pour les sociétés de télécom. Et semble-t-il, certaines sociétés n'ont pas pris en compte le fait qu'il y ait rupture dans la fourniture d'électricité et les antennes relais de ces sociétés ont du mal à fonctionner. C'est pourquoi vous avez des problèmes de communication, parce que sans électricité, il n'y a pas de télécommunication. Et si la société d'électricité ne fournit pas, il faut que ces sociétés prennent des mesures. Comme je l'ai dit souvent, on ne peut pas se prévaloir de la faillite d'une société pour ne pas prendre ses responsabilités. Ces sociétés doivent avoir des groupes électrogènes et des batteries, des onduleurs, etc., ou des panneaux solaires pour assurer la continuité de service qui leur est demandé. Imaginez qu'une banque, par exemple, dise que donc, comme il n'y a pas d'électricité, moi, banque, je ne fais rien
Quand l'électricité sera là, ben, les clients vont patienter. Ça n'a pas de sens. Donc, ces entités doivent prendre des précautions. Ça a un coût. OK? Et ça permet de se rendre compte que certainement le business model dans lequel la société est depuis longtemps n'est pas tenable. Okay? Il faut changer de business model, changer de stratégie parce que l'une des questions fondamentales de la stratégie, c'est ça. Est-ce que vous avez un modèle économique viable? Si le modèle économique n'est pas viable, ne regardez pas le reste. La crise viendra tôt ou tard. Ce n'est qu'une question de temps. En conclusion, retenez que les crises sont cycliques. Comme en économie, les crises sont cycliques. Ça va venir suivant une fréquence donnée qui est difficile de mesurer, mais les crises vont venir de manière cyclique. Élément très important. Deuxième élément à retenir, les dirigeants doivent être formés à la gestion des crises. Un dirigeant surpris par une crise est un dirigeant désarmé. Il ne peut rien faire parce qu'il est surpris, il n'a pas été formé pour ça. Donc, on ne demande pas à un débutant de gérer une crise. Ce n'est pas possible. Okay? La gestion de crise implique une grande capacité de discernement. Ça demande du jugement, de la clairvoyance. Okay? Ça demande de la vigilance. Rien ne doit être négligé. Ainsi qu'une grande flexibilité intellectuelle. J'insiste dessus. La flexibilité intellectuelle, c'est l'arme des dirigeants pour sortir de la crise. Il ne faut pas que le dirigeant soit rigide en matière de réflexion. Parce que dès qu'on est limité en matière de réflexion, on est forcément limité en matière d'action. Parce qu'on n'agit que suivant ces réflexions. Donc, la flexibilité intellectuelle, je pense que ça doit être parmi les soft skills les plus importants pour les dirigeants. Il faut avoir de la flexibilité intellectuelle. Être capable de penser à différents scénarios, à toutes les options possibles, ne pas être cloîtré, ne pas avoir une vision limitée, une réflexion limitée dans la crise. Donc, ça demande une grande flexibilité intellectuelle, car c'est souvent dans les recoins ignorés et sous-estimés que les crises prennent racine, comme on l'a vu dans la définition de la crise. Une crise résulte ainsi d'une faillite intellectuelle ou d'une ignorance sur des fragilités que l'on a sous-estimées. On a négligé des choses, ça a pris de l'ampleur, c'est devenu une crise. Vous allez voir, toutes les crises, c'est comme ça. La crise politique dans laquelle on s'est retrouvé, on a négligé des choses, on a déplacé des problèmes, c'est devenu une crise. La crise ivoirienne, c'était ça, on a négligé des choses, etc., c'est devenu une crise. Et la crise financière, c'est ça. On a négligé des choses, les subprimes, on a négligé certains aspects et c'est devenu une crise. Donc, c'est toujours de la négligence ou de la faillite intellectuelle que les crises naissent. Mais, et là c'est une lueur d'espoir, les crises sont utiles. On a besoin de crises pour nous mettre en cause et pour apprendre. Voilà. En guise de conclusion, merci de votre aimable attention. Questions-réponses? Oui. Bon, on nous a demandé de gérer tout, de bout en bout, donc on gère. Des questions-réponses, des contributions. Voilà. Le professeur est là. Nos doyens sont là. S'ils ont des contributions par rapport à la thématique, je pense qu'il faut les prioriser avant les questions-réponses. Ok. Donc la parole appartient aux diplômés. Ils sont plus étudiants ou bien? Les désormais auditeurs contrôleurs de gestion. Mais il reste toujours nos étudiants. On est resté les étudiants de nos profs. Parce qu'on réfléchit au coût historique. Des questions? Vous pouvez aussi contester ce qui est dit. Hein? Vous êtes maintenant des auditeurs. Et l'esprit critique est important en audit. Qui veut prendre le micro?
Bonjour tout le monde. Abdraman Koulibaly. Allô, bonjour. Moi, c'est Abdraman Koulibaly. Je remercie le conférencier par rapport à la présentation. Donc, sur la présentation, j'ai quand même des questions que je voulais vraiment poser par rapport à la gestion des crises. Est-ce qu'on peut avoir zéro risque? C'est-à-dire une situation de zéro risque. Donc, et quelle est la périodicité par rapport à l'actualisation de la cartographie des risques? Pardon? Ou bien je dois me rapprocher? Pardon? Oui, je dis par rapport à le zéro risque et la cartographie des risques. Quelle est la périodicité par rapport à l'actualisation de la cartographie des risques? Donc maintenant, sur le point, monsieur, on a parlé de l'administration provisoire. Donc moi je voulais savoir quand est-ce qu'il faut aller à l'administration provisoire et quelle est la durée de l'administration provisoire. Parce que au Mali, ici, dans le portefeuille de l'État, donc on a tendance à voir que des entreprises, comme par exemple l'ACI qui est sur l'administration provisoire depuis des années, donc et la périodicité par rapport à l'administration provisoire. Quand est-ce qu'il faut aller vers l'administration provisoire et la durée de l'administration provisoire, c'est quand? Donc oui, ça c'est ma question, ma troisième question. Ma quatrième question, ça porte sur la responsabilité sociétale des entreprises, la RSE, face aux audits et aux auditeurs. Donc en tant qu'auditeur, quel est le rôle de l'auditeur par rapport à la responsabilité sociétale des entreprises? Donc souvent dans les télés, comment dirais-je, on voit souvent des situations où on parle des effets néfastes par rapport aux antennes installées concernant les réseaux GSM. Donc, vu que ça joue sur la population, la responsabilité par rapport aux auditeurs face à cette situation de la société de la RSE. Donc, est-ce que l'auditeur ou bien est-ce que l'auditeur a son rôle à jouer dans cette situation? Donc, je continue toujours. Et concernant aussi le portefeuille de l'État, le rôle, parce que quand on prend le portefeuille, par exemple le portefeuille de l'État, moi je me limite qu'à ça, donc concernant la situation de l'État, donc on voit que les entreprises de l'État qui ont le monopole du marché, par exemple quand je prends le cas de l'EDM, la CMDT et autres, qui ont le monopole du marché, sont des entreprises à crise. Alors qu'il y a le conseil d'administration qui se tient régulièrement, il y a le commissaire aux comptes, il y a les audits internes, les audits externes, mais malgré toutes ces situations d'audit, on voit des entreprises qui sont toujours en faillite et des entreprises qui ont le monopole. Ils n'ont pas de concurrence sur le marché. Donc cette situation, moi, en tant qu'expert, je vous demande si vous pouvez quand même donner des explications pour qu'on puisse quand même comprendre. Vu que l'État injecte l'État injecte des fonds au niveau des entreprises et ces entreprises sont toujours en faillite. Donc maintenant, et pour juste conclure, vu que les auditeurs, vous avez déjà une situation qui est là et que vous êtes face à une crise aussi, est-ce qu'on ne peut pas faire de cartographie de risques par rapport aux fonctions d'auditeurs ou de commissaires aux comptes? Quels sont les risques que les commissaires aux comptes font face? Donc voici mes questions. Je m'excuse quand même si j'ai pris beaucoup de temps et beaucoup de questions, mais quand même c'est passionnant, c'est pour cela que je me donne ce temps. Ok, merci à vous tous. Je vais commencer par la dernière question. Ah, on va interagir, c'est mieux. La dernière question, parce que ça touche le thème de ma thèse et je promets à mon directeur que je vais avancer. Hein, professeur Odo, je vais avancer sur cette thèse-là. La gouvernance des établissements publics nationaux. C'est ça le thème de la thèse dans le cadre
d'un doctorat en sciences de gestion. La question est pertinente. Un, les auditeurs ne sont pas des décideurs. Ça doit être dit en passant. Ils font des recommandations, tels les médecins, mais ils ne sont pas ceux qui décident de la suite des choses. Internes et externes ne sont pas des décideurs. Ils ont une obligation de moyens et non une obligation de résultats. C'est très très important parce que souvent on pense que les auditeurs, ils ont dit ça, ils devraient faire ça, mais ils n'ont pas obligation de résultats, ils ont obligation de moyens, ils ne sont pas des décideurs. C'est aux décideurs de prendre. Pour les questions des monopoles, c'est une prérogative de l'État. L'État décide de faire de EDM un monopole d'une autre société. C'est le rôle de l'État. Maintenant, en tant qu'expert, est-ce que c'est optimal? Là, les experts peuvent se prononcer. Et je pense qu'il y a beaucoup d'évaluations sur les EPA et le portefeuille de l'État. Parmi les différents constats qui reviennent, c'est qu'il n'y a pas de politique de l'État actionnaire au Mali. Et c'est très regrettable. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop sur quelle base technique, des critères objectifs, que l'État décide d'être actionnaire ou de se retirer de l'action de telle ou telle entreprise et pour quelles raisons. Et ça existe dans certains pays comme le Sénégal, la Côte d'Ivoire. Il y a une politique de l'État actionnaire qui définit le champ d'action et les critères suivant lesquels l'État peut être actionnaire ou pas. Tel secteur sera sous monopole ou pas. Tel secteur sera privatisé. Il y a des textes, mais il n'y a pas de politique cohérente, en tout cas pas à ma connaissance dans les recherches dans le cadre de la thèse, il n'y en a pas. Donc il y a absence de politique de l'État actionnaire. Et est-ce que la création même de certains EPA, est-ce que c'est optimal? Ça, c'est des questions qui peuvent être abordées. Ne voyons pas seulement la conséquence. La conséquence, c'est lorsque ces structures sont en crise, mais peut-être que depuis la conception, peut-être qu'il y a des choses à améliorer. Donc, pour résumer sur cette question, il revient à l'État de définir ça, d'avoir une politique de l'État actionnaire et d'avoir une gestion plus optimale du portefeuille de l'État, de se retirer de certains segments si ce n'est pas rentable que l'État y soit, et de rester dans certains segments suivant la vision de l'État. Okay? Donc ça, c'est par rapport à la question qui est vaste. Vous convenez avec moi. La RSE, l'audit peut auditer toute fonction, mais dans le cas spécifique de la RSE et le problème que vous posez, par exemple, les effets néfastes des antennes GMS, ça c'est le rôle du régulateur. Il y a une autorité de régulation des télécoms, c'est son boulot. C'est à lui de faire ça. C'est pas aux auditeurs d'aller... Voilà. Et qui va mettre cet auditeur interne en mission? La direction générale? Pour quel intérêt? Les actionnaires, pour quel intérêt? C'est le rôle du régulateur. Il y a certaines questions, c'est le régulateur qui doit jouer son rôle. C'est la même chose pour tous les secteurs régulés, que ce soit l'eau et l'électricité, c'est un secteur régulé, les télécoms, les données à caractère personnel, les autorités administratives indépendantes doivent jouer leur rôle et tout leur rôle. Donc sur cette question, la question devrait être posée à l'autorité de régulation des télécoms. Qu'est-ce qu'elle fait par rapport aux risques sanitaires sur les antennes relais des opérateurs? C'est un exemple, oui. Moi aussi, je donne un exemple. Voilà. La question, c'est le rôle des régulateurs qui doivent faire ça. Et si le secteur n'est pas régulé, l'État a comment on appelle, des services qui doivent faire ça. Qui doivent jouer leur rôle, mais pas forcément les auditeurs. Excusez, j'ai juste pris comme exemple. Mais maintenant, moi, je veux juste voir la RSE par rapport à l'audit. Est-ce qu'en réalité, l'audit, un auditeur doit aussi faire la RSE par rapport à son activité? Donc, c'est ce que moi, je veux savoir. Il ne peut pas faire de RSE. Il peut évaluer l'efficacité de votre RSE et faire des recommandations. C'est ça, je veux. Voilà. Encore qu'il soit mis en mission pour le faire. Okay. Je parle de l'auditeur interne qui a une indépendance limitée. Le commissaire au compte peut
peut réagir sur cette question. L'autre question, le risque zéro, je pense que vous avez la réponse à votre question. Il n'y a pas de risque zéro. Le risque zéro, ça n'existe pas. Le plus grand risque, c'est de ne jamais prendre de risque. Il y a toujours des risques. Et si vous avez suivi les cours, je ne sais pas si vous êtes étudiant ou bien participant, vous avez dû avoir un cours de gestion des risques, de cartographie des risques, des stratégies de gestion des risques. Je ne sais pas si c'est la peine de le rappeler. Voilà. Et vous avez des risques que vous pouvez accepter. Il y a un risque, mais j'accepte. Je ne fais rien. Vous pouvez transférer, vous pouvez gérer le risque. Voilà. Donc ça, c'est les stratégies à mettre en œuvre. Il n'y a pas de risque zéro. Il y a toujours des risques, mais il faut prendre une stratégie de gestion par rapport à chaque risque. Au moins une stratégie. Et si on accepte un risque, ça doit être en connaissance de cause. Voilà, je pense que j'ai répondu à 2 ou 3 questions. Il y a une autre question me concernant. La cartographie des risques. La cartographie, vous pouvez la réviser idéalement, annuellement, c'est mieux. C'est ce que je préconise en tout cas. Idéalement, chaque année, il faut l'actualiser. Maintenant, s'il y a un incident majeur qui se produit, vous allez actualiser systématiquement votre cartographie. Par exemple, dans votre cartographie, vous êtes une société de télécom. Il n'est pas prévu que le risque de sabotage du réseau GSM soit considéré comme un risque. Mais vous avez des faits, des gens ont saboté le réseau. Mais vous actualisez votre cartographie systématiquement. Mais au moins annuellement, je préconise, il faut faire ce travail d'actualiser la cartographie des risques. Je pense que j'ai répondu à certaines questions. Ça, c'est Amadoun. Et autre question? Parmi vos questions, bon, il y a d'autres questions qui sont des questions de consultants. Ça, c'est pas des questions pour une conférence de débat. Oui, il y a une question ici. Moi, c'est Gabriel Sedou Diabaté. Est-ce qu'on ne va pas laisser Amadoun répondre à l'administration provisoire, la durée, la modalité, tout le reste? C'est mieux. Ma question est la suivante. Merci Diakité. En ce qui concerne la question relative à la RSE pour les professionnels, experts comptables ou commissaires aux comptes, il faut dire que l'IFAC, qui est la Fédération internationale des comptables, a émis des normes de publication des informations sur les questions de ESG, environnement, social, gouvernance. Donc tout ce qui est question de sustainabilité. Donc c'est des questions qui peuvent intéresser la profession, qui sont dans l'actualité de la profession. Vous avez des experts comptables qui aujourd'hui se spécialisent sur ces questions, comment accompagner la clientèle à mettre en place de la sustainabilité, comment créer de la valeur tout en respectant faire de la sustainabilité. Et le volet RSE peut être couvert par le social de ESG. L'administration provisoire, normalement, c'est le tribunal qui dessaisit les dirigeants pour les faire remplacer par des dirigeants qui l'auraient décidé. Donc c'est le tribunal dans le mandat qu'il donne à l'administrateur provisoire de fixer la durée de l'administration provisoire. Ça, c'est pour les sociétés commerciales. Vous avez des activités professionnelles, notamment les professions libérales, où vous avez des professionnels qui décèdent, des experts comptables qui décèdent ou des pharmaciens qui décèdent. Donc les ordres professionnels mettent en place également des mesures pour administrer provisoirement leurs activités, pour ne pas pénaliser la clientèle, pour ne pas pénaliser les différentes parties prenantes, les salariés, les fournisseurs et tout ça. Et ça, pour les experts comptables, je pense que la durée doit être de 2 ans. Je ne me suis pas posé réellement la question parce que j'ai des associés, et même s'il m'arrive de casser la pipe, ils continueront l'activité. Je l'espère. Oui. Okay. Allô? Oui. Ok. Non, D'accord. Au fait, qui saisit le tribunal par rapport à ça? C'est qui doit saisir le tribunal
ou bien le tribunal s'autosaisit du dossier pour les cas l'administration provisoire. L'administration provisoire, par exemple, les cas des sociétés en difficulté, si le commissaire, je vous ai dit que le commissaire aux comptes doit tenir informé le tribunal de commerce de la procédure d'alerte. Si le tribunal de commerce se rend compte que les administrateurs, que les dirigeants actuels ne sont pas ceux qui sont capables d'endiguer la crise dans laquelle se trouve la société en difficulté, le tribunal peut être amené à désigner un administrateur provisoire. Certains actionnaires peuvent également penser qu'ils sont lésés, qu'ils n'arrivent pas à avoir gain de cause à l'Assemblée générale pour faire changer les choses. Ils peuvent également saisir le tribunal pour faire nommer un administrateur provisoire. Ouais. C'est bon. Merci. Next question. Il ne faut pas être aussi long que l'autre. Hein? C'est bon. Non, il peut poser deux questions. On a encore une dizaine de minutes. Il fait très chaud. Ouais, on est des Sahéliens. Ah, tu les fais pour les doyens. Ok. Ok. Donc, en tout cas, ça a été un très grand... Non, il dit que c'est fini. Le président décide. Hein? Pour poser la question. Il y a la chaleur. Il y a la chaleur. Le poste, comme le dit Rasbach, le poste dépasse la conviction. Donc le président nous ordonne d'arrêter. On va arrêter, mais c'est pour nous prendre 30 minutes en aparté pour poser les mêmes questions qu'on n'a pas posées en classe. Ok, c'est bien noté. Ça a été un plaisir d'échanger ces quelques minutes avec vous. Comme je l'ai dit, pendant le cours, je suis accessible par WhatsApp écrit, pas WhatsApp vocal ou appel, WhatsApp écrit. Écrivez-moi si vous voulez prendre rendez-vous. Voilà, je vous fixe un rendez-vous, généralement les vendredis matins, pour répondre à vos questions auxquelles vous n'avez pas souhaité vous prêter ici ou pour échanger sur votre insertion professionnelle. Je vous remercie. Okay. Merci à vous et nous restons disponibles pour continuer de vous accompagner. N'hésitez pas à nous faire appel et nous serons disponibles, Inch'Allah. Merci beaucoup.